jugée plutôt sensible. Un récit de Mame Sokhna Dramé. La situation est jugée préoccupante par les représentants des travailleurs. Dans une sortie ferme, les syndicats accusent l'ancien directeur général d'avoir procédé dans les derniers instants de son mandat à une vague de recrutement et de décisions administratives qui interrogent. Selon eux, plusieurs contrats à durée indéterminée auraient été signés dans la précipitation, sans transparence ni respect des procédures habituelles. Des actes qui, toujours d'après les syndicats, pourraient engager durablement l'institution. Alors, même qu'une transition est en cours à la tête de la direction générale. Face à ce qu'ils qualifient de gestion de fin de règne contestable, les travailleurs montent au créneau et interpellent les plus hautes autorités. Ils réclament l'ouverture immédiate d'une mission d'audit afin de faire toute la lumière sur les décisions prises récemment. En attendant, ils exigent la suspension de toute mesure administrative jugée sensible, jusqu'à l'installation officielle d'une nouvelle équipe dirigeante. Objectif, éviter toute décision irréversible qui pourrait compromettre la stabilité et la crédibilité de l'institution. Dans un contexte déjà marqué par des exigences de transparence et de bonne gouvernance, ce bras de fer à l'ARP pourrait bien devenir un test décisif, celui de la capacité des autorités à restaurer la confiance avant que le doute ne s'installe durablement. Mame Sokhna Dramé, sur le plan économique, l'État a procédé à une nouvelle levée de fonds d'un montant de 148 milliards 600 millions de francs CFA sur le marché des titres publics de l'UEMOA, une opération qui traduit la confiance des investisseurs et la solidité de la signature du pays à court terme et à moyen terme. Selon l'inspecteur principal du Trésor, Modou Bey, le Sénégal use d'autres alternatives pour financer ses projets, cela en l'absence du Fonds monétaire international. Modou Bey est joint au téléphone par Amine Senghor. Il faut d'abord comprendre que le marché des titres de l'UEMOA et le FMI ne répondent pas aux mêmes logiques. Le marché de l'UEMOA, c'est des investisseurs régionaux, souvent des banques et institutions financières de la zone CFA, qui prêtent pour obtenir un rendement. Tant que la signature du Sénégal est jugée solvable à court, moyen et long terme, ils vont acheter des titres. Le FMI, c'est un partenaire multilatéral. Ces décaissements sont conditionnés à des réformes structurelles et à une discipline budgétaire stricte. Oui, on peut parler de confiance, mais elle est de deux ordres. D'abord, il y a une confiance dans la continuité de l'État, parce que le succès de la levée de 148,6 milliards, ça prouve que les investisseurs croient en la capacité du Sénégal à honorer sa dette, le Sénégal n'ayant jamais fait défaut sur le marché régional. Et il y a également l'effet d'anticipation. Il faut dire que paradoxalement, les investisseurs parient souvent sur le fait que le Sénégal finira par s'entendre avec les FMI. Ils voient les tensions actuelles comme un instrument politique passager, après une alternance et non comme un risque de rupture définitive. Enfin, lever des fonds sur le marché régional, c'est une stratégie de souveraineté financière. Le pays a besoin de liquidité immédiate pour payer ses fonctionnaires, ses investissements sans attendre le feu vert de Washington. Cela montre que le Sénégal dispose d'alternatives crédibles pour financer son économie, ce qui renforce sa position de négociation face aux bailleurs internationaux. Oui, en résumé, on peut dire que ce succès, ça démontre une crédibilité technique intacte auprès des banques locales, tandis que le blocage du FMI relève d'une négociation politique et structurelle. L'un compense l'absence de l'autre pour éviter une rupture de trésorerie. À l'instant, l'inspecteur principal du Trésor, Modou Bey, économie toujours, le Sénégal et le Fonds monétaire international tentent de rapprocher leur position sur la stratégie économique mondiale. La directrice générale du Fonds monétaire international a reçu les ministres des Finances Cheikh Diba et de l'économie Abdourahmane Sarr. C'est pour une séance de travail jugée productive sur la gestion de la dette et des réformes. L'enjeu central de ces discussions porte sur le cadrage macroéconomique du futur programme 2026-2028. Et puis, le ministre de la Microfinance et de l'économie sociale et solidaire, Alioune John, a procédé au lancement officiel de l'incubateur ESS du Golfe Sud, un dispositif présenté comme un levier stratégique pour dynamiser le développement local et renforcer l'inclusion économique. Lors de la cérémonie, le ministre a souligné le fort potentiel de la commune de Golfe Sud qu'il a décrite comme une terre d'opportunités multiples encore largement sous-exploitée. Le ministre Alioune John s'est exprimé au micro de Bainongo Fall. Vous venez de nous rejoindre pour poser votre brique dans ce grand chantier de la transformation systémique, de la transformation culturelle de notre pays, de notre nation à travers l'économie sociale et solidaire qui est tant votre passion. Cette attitude pionnière et innovatrice est une condition sine qua non de la construction de notre souveraineté économique, comme je l'ai expliqué tantôt en Wolof, qui ne se bâtira pas en empruntant les sentiers battus. Cette transformation se bâtira à travers l'innovation sociale, mais à travers également une économie soutenue que j'ai tenté en toute humilité
possibilité d'expliquer tout à l'heure en wolof. Vous avez bien compris que cet incubateur que nous lançons aujourd'hui est l'outil qu'il vous faut pour l'accompagnement juridique, pédagogique. Et là, le ministère est prêt à vous accompagner, mais également technique des porteurs de projets économiques, sociaux et solidaires dans l'exploitation de toutes les ressources naturelles et humaines qui existent dans votre commune afin de couvrir au maximum les besoins récurrents de vos concitoyens. Vous avez vu qu'il ne s'agira pas de se limiter à l'acquisition de compétences techniques. L'action de l'incubateur devra s'inscrire dans une vision globale de structuration des jeunes, des femmes et des artisans en coopératives productives solidaires, appelées CPS. Ceci pour une autonomisation pérenne, leur donnant les moyens de transformer leur acquis en activités génératrices de revenus. À ce titre, je m'engage à vous dire que le ministère ne ménagera aucun effort pour accompagner, pour rendre efficace et pour promouvoir ce véritable joyau qui va contribuer à la transformation structurelle de Golf Sud. En visite à la FIARA, le professeur Daouda Ngom, c'est le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Il a salué la qualité des échanges et la pertinence des analyses. Il a mis en avant également l'importance de faire de l'innovation scientifique et technologique un pilier de la souveraineté nationale en cohérence avec la vision Sénégal 2050, axée sur la création de valeurs locales et le renforcement du capital humain. Il est au micro de Awa Diop. Je voudrais saluer la qualité exceptionnelle des échanges et la pertinence des analyses qui ont marqué nos travaux autour d'un agent central de l'action gouvernementale. Faire de l'innovation scientifique et technologique le socle d'une souveraineté alimentaire durable au Sénégal. Le président de la République et le Premier ministre ont clairement appelé à bâtir un modèle de développement fondé sur la maîtrise de nos systèmes de production, la réduction de notre dépendance aux importations, la création de valeurs locales et l'investissement dans le capital humain. C'est dans cette dynamique que le gouvernement a engagé des réformes profondes pour repositionner la recherche, l'innovation et la formation comme des leviers stratégiques au service de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de l'agriculture. Le rôle du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation est précisément d'accompagner cette ambition en mettant la science et l'innovation au cœur des politiques de souveraineté alimentaire et de résilience économique. La vision Sénégal 2050 nous invite à accélérer la transformation des systèmes agricoles par l'agroécologie, la gestion durable des sols et de l'eau, l'innovation variétale, la lutte intégrée contre les bioagresseurs, la digitalisation et l'accès à des mécanismes de financement. La FIARA construit un cadre stratégique de dialogue et de convergence entre les chercheurs, les producteurs, les entrepreneurs, les décideurs publics et partenaires. Elle permet de rapprocher la science du terrain et de faire émerger des solutions concrètes adaptées aux réalités de nos territoires. Des politiques publiques fondées sur l'évidence scientifique, des investissements structurants et des innovations mises à l'échelle. La souveraineté alimentaire est un projet national. Solo Media Group, la radio au cœur de l'actualité. Vous nous écoutez sur la 90.7 et la 96.1 à Dakar. C'est Solo Média. Il est 7h passé de 12 minutes. Reparlons de l'histoire de Mamadou Sao, maçon de 57 ans, se présentant comme un ingénieur autodidacte capable de faire voler un hélicoptère artisanal. Il a rapidement suscité fascination et fierté, relayée massivement sur les réseaux sociaux, puis reprise par plusieurs médias. L'affaire s'est finalement révélée être une mise en scène mettant en lumière les dérives possibles d'un journalisme influencé par le buzz et le manque de vérification des faits. Ce sont les interrogations de Mariam Sodendiaye. L'histoire avait de quoi captiver. À Tambacounda, Mamadou Sao, maçon sénégalais de 57 ans, affirmait avoir réussi un exploit technique hors du commun. Concevoir et faire voler un hélicoptère artisanal avec des moyens rudimentaires, se présentant ainsi comme un ingénieur autodidacte. Très vite, son récit suscite admiration et curiosité, non seulement au Sénégal, mais aussi à l'international. Une vidéo largement relayée par un influenceur sur les réseaux sociaux sert de point de départ à l'emballement médiatique. L'engouement est de tel que plusieurs journalistes s'emparent de l'histoire. Des reportages sont même réalisés sur place. Et l'affaire est même diffusée sur la chaîne de télévision nationale. Pourtant, après vérification, la réalité s'avère bien différente. L'appareil présenté n'était en fait qu'une maquette motorisée, incapable de décoller. Lorsqu'il était mis en marche, il se contentait de vibrer sans jamais quitter le sol. L'exploit annoncé n'était donc qu'une mise en scène. Ce type de situation n'est pas nouveau. Depuis l'avènement de l'Internet et des réseaux sociaux, les informations
circulent à une vitesse fulgurante, brouillant parfois la frontière entre réalité et fiction. Ces plateformes sont devenues des sources d'informations incontournables, mais aussi des vecteurs puissants de désinformation. Le cas Mamadou Sow illustre parfaitement les dérives possibles lorsque le contenu viral prend le pas sur le travail journalistique de terrain. Plus préoccupant encore, cette affaire soulève des interrogations sur certaines pratiques médiatiques. Comment une information issue des réseaux sociaux a-t-elle pu être relayée, amplifiée, puis validée sans vérification approfondie? Le rôle du journaliste, pourtant fondé sur la recherche de la vérité, semble ici avoir été relégué au second plan. Dès lors, une question se pose. S'agit-il d'un manque de professionnalisme ou d'une forme de paresse journalistique? Ou bien faut-il y voir la conséquence d'une pression accrue à produire rapidement du contenu dans un environnement médiatique dominé par l'instantanéité et la concurrence numérique? Mariam Sodendiaï, autant de questions qui méritent réponse. Et dans une vidéo publiée hier sur les réseaux sociaux, Mamadou Sow a pris la parole pour livrer sa version des faits. Il y conteste la manière dont ces réalisations ont été présentées en ligne, évoquant une incompréhension autour des capacités réelles de son invention et cherchant ainsi à rétablir ce qu'il considère comme sa vérité. Je propose d'écouter Mamadou Sow. Mon hélicoptère, quand je le teste, c'est moi seul qui sais comment le manipuler et je n'accepte pas que quelqu'un soit à mes côtés pour des raisons de sécurité. J'ai mes propres équipes et des amis qui m'assistent à distance. Je le teste puis je poursuis mes activités. J'ai utilisé l'hélicoptère et j'ai constaté que les pales étaient lourdes. J'ai donc opté pour d'autres pales plus légères afin d'assurer la stabilité et l'équilibre. Concernant l'image publiée de l'hélicoptère jaune, ceux qui l'ont diffusée, je ne leur pardonnerai jamais. Quelqu'un l'a prise en prétendant qu'il s'agissait de mon hélicoptère et cela me fait mal. Mon hélicoptère porte le drapeau du Sénégal. L'hélicoptère qui a été publié, voyons s'il arbore un drapeau. Mes couleurs sont le jaune et le noir. Lors du premier départ, je portais une combinaison noire pour harmoniser les couleurs avec un casque jaune. J'étais donc en noir et jaune. Ceux qui ont publié cela m'ont causé un tort profond. Mamadou Sow, ses propos sont traduits par Bainongo Fall. C'est cet extrait de Mamadou Sow qui met un terme à cette édition, qui met un terme à la première partie de cette édition. La seconde partie, c'est la page internationale, le sport et la revue de la presse. À présent, l'Inter. Actualité. Solo Média. L'actualité sportive. Le sport le matin, c'est l'affaire d'Al-Amin Senghor. Al-Amin, rebonjour. Merci, rebonjour à vous Fatou Abdoulaye. Bonjour à toutes et à tous. La Coupe de la Ligue du Sénégal se poursuit ce mercredi et demain jeudi. Je reviendrai sur justement le calendrier de cette Coupe de la Ligue assez importante. Mais sachez que pour l'instant, l'équipe, bien entendu, donc, de Teungueth FC reste toujours donc, dans cette logique de poursuite pour remporter cette compétition. Je reviendrai sur le calendrier dans nos prochaines éditions. La Ligue des Champions a donné son verdict, notamment dans le cadre des premières équipes qualifiées en demi-finale de cette compétition. Le Paris Saint-Germain ainsi que Liverpool sont déjà dans le dernier carré. En attendant donc les deux équipes qui vont compléter ce dernier tournant aujourd'hui. Le point avec Pape Maguette-Ba. Le Paris Saint-Germain et l'Atlético Madrid valident leur billet pour les demi-finales. En déplacement à Anfield, le club parisien s'est imposé avec autorité face à Liverpool 2-0, validant ainsi sa qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Dans une rencontre disputée et engagée, les Parisiens ont pu faire preuve de maîtrise malgré l'ambiance bouillante au stade anglais. Bien en place tactiquement, ils ont résisté au temps fort de Liverpool, notamment grâce aux interventions décisive du gardien Savanov et à la solidité défensive incarnée par Marquinhos et Achraf Hakimi. La rencontre a également été marquée par plusieurs blessures, dont celle d'Ekitike côté Liverpool, contrainte de quitter ses partenaires après une suspicion de blessure au tendon d'Achille. Malgré la pression des Reds en seconde période, le Paris Saint-Germain a su rester solide avant de faire la différence en fin de match. Ousmane Dembélé a ouvert le score à la 72e minute avant de
s'offrir un doublé dans le temps additionnel sur une passe de Barcola. Grâce à ce succès, le Paris Saint-Germain se qualifie pour le dernier carré et affrontera le vainqueur du choc contre Bayern de Munich, Real de Madrid. Dans l'autre quart de finale, l'Atlético Madrid a également validé son ticket pour les demi-finales malgré une défaite de 2-1 face aux Catalans. Les Colchoneros doivent leur qualification à leur victoire 2-0 acquise lors du match aller. Le Barça avait pourtant idéalement lancé cette manche retour avec une entame de match très offensive. Le jeune Lamine Yamal a rapidement ouvert le score profitant d'une erreur défensive de Clément Langlais avant que Ferran Torres ne double la mise quelques minutes plus tard. Mais l'Atlético a su réagir rapidement grâce à Lookman, auteur du but qui a relancé les siens dans cette double confrontation. En seconde période, les Catalans ont tenté de pousser pour arracher la qualification, mais un but de Ferran Torres a été annulé pour hors-jeu après intervention de la VAR. Réduit à 10 après l'expulsion d'Eric Garcia à la 79e minute, les Bleugrana ont vu leur espoir s'amenuiser. Malgré une dernière pression en fin de match, ils n'ont pas réussi à renverser la situation. L'Atlético Madrid poursuit donc son parcours européen et affrontera en demi-finale Arsenal ou le Sporting dans une confrontation qui s'annonce très disputée. Papa Guedba, merci. Le Barcelone qui devra attendre l'an peut-être prochain pour remporter la Ligue des Champions 6 ans après, puisque c'est depuis 2016 que le Barça n'a pas remporté donc la Ligue des Champions. J'en parlais déjà. Je reviens sur ça, la Coupe du Monde 2026. L'adversaire du Sénégal, la Norvège, se prépare déjà pour mieux aborder cette compétition. Sachez que la Norvège jouera le Maroc en match amical pour bien entendu donc se jauger face à l'équipe nationale du Sénégal. Un match amical qui se jouera en juin avant d'entamer la Coupe du Monde 2026. Fatou Abdou, c'est la fin de cette page sportive. Nous restons avec vous pour le dernier point de cette édition et c'est la revue de la presse. Solo Media Group. La revue de presse. Bonjour, le Sénégal poursuit toujours ses négociations avec l'institution de Bretton Woods, le FMI, le Fonds monétaire international. Les ministres